Dans le cadre des œuvres littéraires, la librairie du Québec, située au 6 rue Gay-Lusac à Paris, a eu l'honneur d'accueillir ce jeudi 15 mai plusieurs auteurs francophones de jeunes générations, dont la sénégalaise Nafissatou Diadiouf. Léonard Amiono, Alfred Alexandre, Juliane Mabiala, Bicilia, d'origine africaine et antillaise. Cette rencontre a réuni de nombreuses personnes du monde littéraire, des amis et des journalistes qui ont également effectué le déplacement. Après avoir présenté les différents romanciers, la responsable de la librairie du Québec a donné la parole à Nafissatou Diadiouf, passionnée d'écriture et de littérature, pour s'exprimer sur le contenu de son nouveau roman intitulé La Maison des Épices, édité par Mémoire d'Encrier, une maison d'édition francophone basée au Québec, au Canada. Donc toute l'équipe de la librairie est très heureuse ce soir de recevoir les deux nouvelles figures de la diaspora Mémoire d'Encrier et leurs nombreux invités. Pour ceux qui l'ignorent, Mémoire d'Encrier est une maison d'édition extraordinaire située à Montréal, menée de main par René Saint-Éloi, qui a misé vraiment sur la rencontre entre les littératures, le dialogue entre les littératures. Il publie des auteurs haïtiens, des auteurs africains, des auteurs québécois, amérindiens et plusieurs autres. Il a un petit mot pour vous ce soir, qui nous a écrit cet après-midi de Montréal. Donc il nous priait de vous passer le message. Je vous prie d'embrasser mes amis Léonora et les collaborateurs de Première Nuit. Dites bonjour à mon amie sénégalaise Nafissatou. Dites-leur que j'écoute de loin leur voix. Leur écriture et leur grand cœur sont nécessaires pour le monde à venir. Merci au public de participer à la fête. Nous avons donc le plaisir ce soir de recevoir Nafissatou Diadiouf pour son premier roman La Maison des Épices, ainsi que Léonora Miano et les auteurs, quelques-uns des auteurs, deux auteurs qui ont participé au collectif Première Nuit, anthologie du désir. Donc, comme on a un beau programme chargé, je laisse déjà la parole à Nafissatou. Merci à l'École du Québec qui nous accueille, qui aussi rehausse cette cérémonie avec l'anthologie Première Nuit. La Maison des Épices, effectivement, est mon premier roman, mais pas mon premier livre. J'ai déjà un peu de bouteille. C'est le 11e livre qui est paru. Le deuxième en France, on a eu un en France et celui-ci aux éditions Mémoire d'Encrier à Montréal. On est diffusé ici et également au Sénégal. C'est une œuvre de longue haleine puisque c'est un roman que j'ai commencé il y a 5-6 ans. Parce que la vie étant ce qu'elle est, je ne fais pas que ça, je travaille, j'ai des enfants, j'écris autre chose. Jusqu'à présent, j'étais plus attirée par les textes courts, qui sont nouvelles, la poésie, la littérature jeunesse. Je me suis également à l'électronique journalistique. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à titiller les Sénégalais dans leurs petits travers, et notamment dans un environnement que je connais bien, qui est celui de l'entreprise. En fil rouge, il y avait quand même ce que j'ai commencé de travailler vraiment par petits bouts. Mais à un moment, vous savez, les personnages prennent le pas sur votre vie et ils avaient envie de s'exprimer plus et de sortir de ce monde virtuel qui était mon imagination pour vraiment se matérialiser en un livre, et ça donnait la Maison des Épices. Comment vous pitchez ça? C'est un livre sauvage et qui, comme dit l'éditeur dans sa phrase de quatrième couverture, il y a l'histoire dans l'histoire. Donc il y a l'histoire avec un grand H et des histoires même, je dirais, qui s'insèrent, qui se coulent dans cette grande bâtisse. Alors la Maison des Épices, qu'est-ce que c'est? C'est un comptoir d'esclaves, d'esclaves du XXe siècle, qui a été également un comptoir d'épices, donc à l'intérieur du l'État, comme il y en a eu beaucoup en Afrique subsaharienne et spécialement sur la côte. Mais ce n'est pas du tout un roman qui se passe au XVIIe siècle, ce n'est pas du contemporain, qui n'est pas daté dans mon travail d'écriture, je l'a peu et je suis devenue à 100%. Prenant la parole, l'écrivaine sénégalaise a d'abord remercié ses amis et ses collègues d'avoir répondu à cette invitation. Elle a fait un pitch sur son travail avant de nous lire un extrait de son roman. Un lieu de seconde chance, on va dire, d'invitation de personnes qui sont souvent laissées
ils ont voulu aussi travailler avec des praticiens, c'est-à-dire travailler avec des gens qui ont des savoirs ancestraux qui ne sont pas forcément valorisés, qui ne sont pas forcément reconnus pour leur savoir-faire, donc qui sont souvent dépositaires de siècle en siècle par hérédité, justement. Ce petit groupe très soudé accompagne beaucoup de personnes, et en particulier un personnage qui s'appelle Louis. Louis, L-O-I-S. Pourquoi lui? Parce que c'est un jeune homme qui est amnésique, et à force de ne pas lui donner de nom et à lui dire, à l'appeler lui, enfin impersonnel, lui, on a fini par lui coller ce nom, puisqu'il ne savait pas lui-même qui il était, où il venait. Et c'est une histoire qui raconte aussi l'amitié entre ce jeune homme très jeune, une vingtaine d'années probablement, sans repère, sans souvenir, sans famille. Comment on lui tient la main, comment on arrive à lui redonner le goût de la vie, comment on arrive à l'aider à se projeter un peu plus que le lendemain ou le surlendemain, parce que dans ces cas-là, on a souvent envie, en plus c'est un endroit au bord de la mer, on a souvent envie de se jeter, de jeter l'éponge. Et c'est une histoire une amitié très forte entre lui. Il y a une amitié très forte entre lui et un autre personnage que je appelle le colonel. On ne saura jamais vraiment le nom, qui est fantasque, qui a inventé des histoires. On a cru comprendre que c'est un ancien militaire qui se dit colonel, mais à mon avis, il devait être sous-officier ou quelque chose. Et dont l'histoire est quand même assez sombre. Du fait des drames qu'il a vécu, qu'il a vu, peut-être qu'il a même perpétré en tant que militaire. Il a l'esprit à la fois un peu dérangé, mais à la fois aussi très très lucide, très désabusé. Et c'est ce colonel-là qui lui parlera de la vie, qui lui parlera de son vécu, qui lui fera se poser des questions, qui donnera peut-être à lui l'envie de se projeter un peu plus. Et bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, je vais peut-être vous lire un petit passage. Tu es toujours là, petit? Oui, colonel. Le vieillard soupira. Il faisait sombre à présent, et hormis le clapotis des vagues, la nuit était calme. Ils restèrent allongés, tous deux sur le sable, chacun dans ses pensées, ne rompant le silence que pour livrer quelques réflexions légères ou profondes et retourner dans leur source de solitude partagée. Lui était resté toute la journée dans la crique. Le colonel l'avait rejoint dans l'après-midi, après ses errances dont lui seul connaissait les chemins. Le garçon ne fut pas surpris de le voir arriver sans crier gare, s'installer à ses côtés et commencer à débiter entre deux silences des paroles plus ou moins sensées. Il l'écouta sans commenter, se contentant de répliquer distraitement quelques rares fois pour ne pas le laisser parler seul. Il avait compris depuis bien longtemps le jeu du septuagénaire et savait qu'il le recelait, contrairement à l'apparence qu'il voulait donner, une grande sagesse. Il l'acceptait tel qu'il était, complexe, fantasque, quand il avait décidé de l'être. Au fil de leur rencontre, ils s'étaient apprivoisés et développés sans y mettre des mots une relation singulière, faite de confiance et d'estime. Il se faisait tard à présent, mais ni l'un ni l'autre n'avait envie de remonter le sentier et retourner à la maison. Le colonel sortit de la poche de son imperméable un bout de pain, puis coupa en deux et tendit au jeune homme la moitié. Lui prit le morceau par politesse et ne fut pas franc. Son ange gardien, Laïfili, lui avait apporté des poissons grillés juste après l'heure du déjeuner, quand elle ne l'avait pas vu remonter à la maison. Le vieillard se redressa un peu, coude à terre, et alluma distraitement sa pipe. Il se mit à observer en silence la nuit étoilée. Le temps s'était rafraîchi. Il faudrait peut-être penser à rentrer. Plus tard. Tu attends quelque chose? Quelqu'un? Le bonheur, peut-être. Le bonheur? Reprit le colonel en se redressant un peu plus. Que sais-tu du bonheur? Je ne sais pas. Je sais que je ne l'ai pas, c'est tout. On ne peut pas avoir le bonheur parce qu'il n'est pas matériel ou tangible, mais on peut l'éprouver, le ressentir, s'en approcher d'aussi près qu'on croit être le bonheur et l'incarner tout à fait. Et je ne suis pas. La belle affaire. Le colonel continua sans. Les gens se trompent sur ce qu'ils croient être le bonheur.
Pour la plupart d'entre nous, c'est une chose qu'on voudrait obtenir plus que qu'on voudrait posséder et garder. Et l'obtention de cette chose, l'atteinte de cet idéal devient pour nous le bonheur. Rien que de l'imaginer, quand l'on sourit, on éprouve de la joie. Mais le plus souvent, lorsqu'il arrive, on arrive au but qu'on s'était fixé. On se réjouit certes, mais cette joie est de toute durée, très vite. On s'empresse de cristalliser à nouveau nos pensées sur un autre bonheur espéré, qui à coup sûr nous tombera plus. C'est comme un vase percé, qui évacue au fur et à mesure les bonheurs passés. Si bien que la vie devient une quête sans fin et sans fin. Nous sommes tous condamnés à vivre frustrés, car en réalité, nous pouvons derrière échouer. C'est absurde. Tout à fait petit. Un vase trouvé ne peut rien garder, pas plus beau que le bonheur. Le colonel porta vers le jeune garçon un regard piégeux. La lune qui baignait la crique dansait dans ses prunelles. Lui était allongé, il regardait toujours le ciel. Voilà. Vous venez de présenter votre livre, La Maison des Hospices. Quelle est votre réaction? Cela vous a pris combien de temps? Alors, c'est un grand moment dans la vie d'un auteur de présenter son livre. En plus, ici, à Paris, c'est la première fois que je parle devant un public parisien. Je vivais au Sénégal jusqu'à là. D'autant plus que c'est un livre de longue haleine, un roman, ça s'incube, on va dire, pendant des années. Et ça fut le cas pour celui-ci parce qu'entre-temps, j'ai eu d'autres projets littéraires et d'autres activités professionnelles. Et c'est un moment où on est toujours, le moment de l'écriture, le temps de l'écriture, c'est un moment où on est face à soi-même, face à son ordinateur. Et au moment de partager, c'est toujours à la fois un stress et un grand bonheur, parce que le livre ne nous appartient plus. Il est parti de chez nous, il s'envole, il va dans d'autres mains, dans d'autres têtes, d'autres imaginaires. Et je pense que c'est là la vraie vocation du livre, c'est de vivre à travers les yeux des autres. En écrivant ces livres, vous visez quel objectif? Je ne sais pas si j'avais vraiment un objectif en tête, parce que je rencontre ça chez beaucoup d'auteurs ou de créateurs. C'est vraiment quelque chose qui vient du dedans, qui ne s'explique pas. A posteriori, les critiques peuvent mettre des mots, des analyses sur ce qu'on écrit. Mais nous, auteurs, en tout cas moi, dans mon travail d'écriture, c'est quelque chose d'assez spontané au départ. L'envie d'écrire, l'envie de faire vivre des personnages, l'envie de les faire s'exprimer ou parfois passer des messages soi-même, mais pas vraiment avec un objectif clair. Et pire, souvent, le livre prend une tournure qu'on n'imaginait pas parce que je pense que les personnages sont relativement autonomes. Pourriez-vous revenir sur le contenu de votre roman? Ce livre parle d'une grande maison qu'on appelle la Maison des Épices, qui a été un trottoir, qui a connu une histoire assez tragique parce que ça a été un trottoir au XVIIe siècle qui a été un lieu tournant du commerce triangulaire où on vendait des esclaves et des épices. Et ce trottoir est progressivement tombé à l'abandon. Il a été réhabilité par une équipe de médecins, peut-être de laquelle une jeune femme médecin qui a cru à son projet de recréer une médecine plus humaine, plus à l'écoute de la nature, plus à l'écoute des savoir-faire ancestraux des Africains, des personnes africaines. Ça donnait cette équipe-là qui s'est installée dans ce lieu-là qui est très chargé et qui accompagne des personnes qui ne sont pas tout à fait comme les autres, un peu désadaptées, un peu sur le bord de la route. Et en personnage principal, on qui est amnésique. Et donc tout le roman tourne autour de la réhabilitation de ses souvenirs, accompagné non seulement par l'équipe de médecins, mais aussi par des amitiés qu'il a tissées avec des personnages de cette grande maison, en particulier un septuagénaire qu'on appelle le colonel, qui est d'un ancien militaire et qui a vécu beaucoup de choses traumatisantes et qui est peut-être un peu sur la fin de la vie alors que ce jeune homme est au début de sa vie et c'est comme un passage de témoin, mais tout ça pour l'appel de la vie. On sait que vous avez conquis un public sénégalais, un public africain aujourd'hui, vous êtes dans un espace francophone, la dimension internationale. Envisagez-vous également de conquérir ce public occidental et puis pourquoi pas à l'échelle universelle? Moi-même, je ne sais pas, mes livres, je le souhaite. Je le souhaite écrire parce qu'on a quelque chose à donner de soi et à partager. Et je pense que plus on partagera avec des personnes différentes de soi, les Sénégalais m'entendent, me comprennent dans mon imaginaire. Mais moi, en tant que lecteur,
J'ai énormément de plaisir à lire d'autres univers, à rentrer dans d'autres histoires, dans d'autres cultures. Et je pense que c'est ça l'universel, c'est ça, de pouvoir dialoguer, parce qu'avant tout, on est humain, on vit on est partout, partager au plus grand nombre, c'est très enrichissant à la fois pour le lecteur et pour l'écrivain. Merci, Cette cérémonie a pris fin avec la série de dédicaces des 2 romans, La Maison des Épices et Première Nuit d'anthologie du désir. D'accord, ouais.